Sacha, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous introduis un économiste que j'aime bien, qui s'appelle Frédéric Bastiat, et je souhaitais comparer alors l'un de ses ouvrages que j'aurai à ce moment-là avec moi, avec une autre œuvre, si on peut oser la nommer comme ça, qu'on lit dans les écoles publiques françaises. Et je voulais comparer les deux pour vous montrer la différence entre la passion et la passoire. Et vraiment, c'est assez flagrant. On voit quelqu'un qui parle avec son âme, quelqu'un de profond et quelqu'un qui est un administratif. Frédéric Bastiat est assez connu à l'étranger, notamment en Amérique, mais assez peu en France, malheureusement, parce que ça suit la célèbre maxime que nul n'est prophète dans son pays. C'est hélas souvent comme ça. Comparons donc ces deux ouvrages immédiatement. Donc voilà pourquoi les autodidactes ils sont nuls à l'école. Bastiat, un des plus grands économistes du 19e siècle. La société est l'ensemble des services que les hommes se rendent forcément ou volontairement les uns aux autres, c'est-à-dire des services publics et des services privés. Les conneries qu'ils lisent dans les facultés. Le débat essentiel s'articule autour de la pertinence des hypothèses nécessaires à l'élaboration d'une théorie générale du système économique fondée sur les choix rationnels d'un individu abstrait que les détracteurs de cette théorie appellent souvent Homo economicus. Il faut distinguer les postulats explicites ou implicites qui définissent la rationalité et les hypothèses psychologiques et méthodologiques complémentaires qui sont nécessaires au développement de la théorie néoclassique. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Voilà. Est-ce que vous sentez quelque chose se dégager à l'intérieur de vous, dans votre âme, quand vous lisez ça? On va dire que c'est une synthèse, que c'est un résumé d'ensemble économique. Non mais d'accord. Mais il n'y a rien. Et ça ne m'étonne pas que le mec finisse à gauche et se retrouve à fonder des programmes économiques complètement déjantés. Parce que c'est vide. Le type a le crâne bourré et l'esprit vide, quoi. Quand vous décortiquez les phrases qu'il constitue, vous pouvez écrire les mêmes de manière beaucoup plus synthétique, beaucoup plus limpide. Et puis, en fait, c'est bourré d'antonymes et de pléonasmes. Le débat s'articule autour de la pertinence des hypothèses. Pertinence, hypothèse. L'élaboration d'une théorie générale du système économique fondée sur les choix rationnels d'un individu abstrait. Rationnel, abstrait. Tout est comme ça, des postulats explicites ou implicites. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre, déjà ça brouille dès le début de la phrase. La rationalité des hypothèses, qui sont psychologiques et méthodologiques, et complémentaires. Et c'est vraiment... Donc c'est nécessaire au développement de la théorie néoclassique, la méthodologie complémentaire de l'hypothèse psychologique de rationnel explicite ou implicite définira l'homo economicus de la théorie abstraite, rationnelle, mais d'une théorie pertinente. Ça veut rien dire. C'est un vomi de mots qui n'ont aucun sens, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être fâché avec l'économie. Il faut lire des gens qui ont quelque chose à dire et pas des synthèses complètement éclatées de types qui ont passé leur temps sur des bureaux... D'ailleurs, il parle de Keynes. Sur des bureaux d'université et qui finissent socialistes. Et ça n'a aucun sens. Et après, derrière, on nous dit que ça s'adresse aux lycéens, ce genre d'ouvrage. Amusez-vous bien. Hein. Vous savez, c'est en lisant Bastia aussi que je réalise à quel point on est une nation riche et à quel point on aurait pu être encore plus riche. Alors, on va énoncer ces idées. Une de ces idées intéressante, c'est que la société perd la valeur des objets inutilement détruits. En l'occurrence, ça nous fait penser aux 2 guerres mondiales. On nous dit qu'il n'y a rien de mieux qu'une guerre pour pouvoir relancer le tissu économique et industriel. On nous dit rien de mieux qu'une bonne guerre pour relancer l'économie. C'est complètement faux. Vous détruisez des objets et des services produits et c'est de l'argent perdu qui a été enlevé à la société. Donc non seulement, on va étayer après, non seulement les types qu'on va nommer Illuminati, etc., se sont enrichis
grâce aux industries qui ont fait la guerre. Ensuite, ils ont proposé un plan Marshall, ils se sont enrichis avec les finances, et en fait, ils n'ont fait qu'appauvrir la population française, européenne et américaine. En fait, c'est toujours le même modèle à travers l'histoire. Il s'est passé la même chose avec la Black 19 et avec les seringues. Ils montent des modèles du capitalisme de connivence, c'est-à-dire du copinage avec les politiciens qu'ils financent. Et en fait, ils sont gagnants au tirage et au grattage. C'est-à-dire qu'ici, dans une guerre, vous savez, I.G. Farben, etc., je crois que c'est les travaux de Stas Mullins et de Anthony Sutton, S-U-T-O-N, qui expliquait bien comment s'est passé les guerres mondiales, et comment Wall Street a financé, etc. Ça date aussi pour moi, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais ils financent la guerre, ils fournissent les armes et l'industrie, et ils financent la reconstruction, et ils fournissent encore souvent les grandes sociétés qui reconstruisent. Et entre-temps, ils ont placé leurs hommes avant et pendant la guerre, et après la guerre, puisqu'on voit que la plupart des nazis sont redevenus... soit ont été extradés, soit certains se sont recyclés dans des bases comme celle de l'OTAN, celle de l'ONU, celle de l'Europe. Il y a une des théories qui est la théorie de la vitre cassée. Donc les fameux objets inutilement détruits qui font perdre de la valeur à la société. La vitre cassée. Alors, qu'est-ce que c'est? On dit toujours que malheur est bon, pour toute mauvaise chose, pour tout malheur, quelque chose est bon. Et donc dans cette théorie, il part du principe qu'un homme bourgeois qui aurait son fils un peu vilain, qui joue au ballon, qui casse sa vitre, ferait quelque chose de quand même positif, puisque la vitre cassée, vous savez, c'est comme les assureurs avec les voitures. La vitre cassée va permettre à un vitrier, comme Cerise qui injecte sa résine chez Carglass. Et donc, le vitrier aura du travail et donc de l'argent. Et là, Bastiat nous dit « halte » là. Mauvais raisonnement. Car toujours en économie, on fait reposer les choses sur ce qu'on voit, mais pas ce qu'on ne voit pas. Et en fait, il compare cela au sport et aussi à l'hygiène morale, mentale. Vous voyez à court terme que manger du chocolat, ça vous fait du bien, mais vous ne voyez pas à long terme que ça fera du mal à votre ventre. Vous voyez à court terme que faire du sport, ça vous fait du mal, mais vous ne voyez pas à long terme que ça fera du bien à votre corps. Donc il y a toujours les mêmes principes. Et en politique, c'est pareil, les politiciens vont faire tout pour se faire élire à court terme, mais les gens ne voient pas qu'à long terme, avoir élu un menteur qui leur fait de la planche à billets et leur donne plein d'aides, ça ne sera pas favorable à leur futur. Donc voilà, ils dissocient les choses sur le court terme et sur le long terme, et souvent elles s'opposent. Or ici, on peut considérer qu'il y a un mal de fait, et que le bien pourrait être qu'il y a une réparation, donc un investissement d'argent. Oui, mais là aussi, c'est encore du court terme. Le long terme qu'on ne voit pas ici, c'est que l'argent que monsieur bourgeois a investi, encore plus si c'est un pauvre, a investi dans cette vitre cassée, il ne l'investira pas ailleurs. Donc, certes, il fait fonctionner l'entreprise, mais une entreprise dont il se serait bien passé, et l'empêchera de faire fonctionner d'autres entreprises, comme les libraires, comme le cinéma, et bien d'autres choses qu'il aurait pu acheter. Aussi, il déduit qu'il n'y a aucun intérêt général pour l'ensemble du travail national et pour un pays, à ce que des vitres se cassent ou ne se cassent pas. C'est juste un secteur de métier. Dans la balance générale de la société, on peut considérer que la société a perdu la valeur d'une vitre cassée. Donc le fait de casser, de briser, de faire la guerre, la destruction n'est pas un profit. Très rapidement, il établit et on peut établir un parallèle avec les lois et avec les restrictions. Une restriction est une forme de destruction et on ne peut pas considérer qu'elle soit un profit. Donc de même façon, il faut revenir sur le mouvement keynésien qu'on apprend à l'école,
qui nous reste en tête et on pense toujours que l'État peut créer de la richesse et de l'emploi. Si tel était le cas, l'URSS aurait fait fortune, vous remarquerez bien. Et ici, on prend l'exemple des soldats. Bastia va nous expliquer ça de cette manière. On nous explique que l'État, lorsqu'il... alors, ça peut prendre différentes formes, puisque dans le domaine écologique, par exemple, il peut subventionner. De même manière, il peut créer des emplois directs avec des militaires ou même des ingénieurs qui travailleraient pour une entreprise publique dont l'État a le monopole. EDF, etc. Et ça nous permettra ensuite de mettre un extrait de Macron et de prouver que dans bien des domaines, il n'a pas du tout une logique libérale, mais plutôt socialiste. Pas oublier qu'il était le ministre de Hollande. En l'occurrence, ce qu'on appellerait le capitalisme de connivence, et que ce type-là est tout sauf libéral, et ou, peut-être ensemble, qu'il comprend absolument rien à l'économie. Ça rejoint le post que j'avais mis, faillite de la start-up nation à Macron, qui est vraiment un mec qui comprend rien à l'univers des entreprises, de toute façon. D'ailleurs, il n'a jamais créé d'entreprise de sa vie. Alors, lorsqu'il y a un chômage de masse, des problèmes économiques, on nous dit l'État peut créer de l'emploi. Il va prendre, par exemple, 100 000 personnes pour en faire des militaires. Ça, c'est ce qu'on voit, puisque la thèse de son livre, c'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Toujours le court terme et le long terme. Ce qu'on voit à court terme, c'est qu'il y a une création de 100 000 emplois pour 100 millions. Et qu'effectivement, ces 100 millions sont déversés dans la société, puisque les militaires vont aller au cinéma, vont faire des courses, vont faire appel à des artisans, donc ils vont dépenser cet argent. Et ce qu'on ne voit pas sur du long terme, c'est que cet argent, il faut bien qu'il soit pris quelque part. Les militaires, c'est de l'impôt. Donc, c'est-à-dire que cet argent, il est prélevé par la force auprès des entreprises, des artisans, des entreprises de services, des industries. Il est donc prélevé cet argent. Donc on voit la redistribution de cet argent à travers le salaire des militaires, mais on ne voit pas que cet argent, il a été pris chez des producteurs et des entrepreneurs. Or, les militaires, on ne va pas parler d'un temps de guerre, mais en temps normal, de paix, ils ne produisent absolument rien. Ils font que faire des pompes et nettoyer la caserne. Ils ne produisent rien. Donc on enlève 100 000 personnes des champs de campagne française dans lesquels ils produisent des patates et des salades. Ils produisent de la valeur pour augmenter les charges de l'agriculteur qui produit ces patates et donner cet argent à un type qui fait des pompes et qui nettoie une caserne. Donc en fait, c'est une forme de destruction économique. Autrement dit, 100 millions sortis de la poche des contribuables cessent de faire vivre ces contribuables et leurs fournisseurs. Puisque ce que vous prélevez à l'agriculteur, il ne pourra plus aller avec, faire ses courses, aller au cinéma, acheter des livres, puisque ça partira dans les impôts et les charges. C'est le militaire qui le dépensera dans ses plaisirs. Donc, de manière générale, pose la question, calculez, chiffrez, dites-moi où est le profit pour la masse. Il n'y en a pas. Dans un emploi dans les champs, où il laboure la terre, il travaille, il fait 300 jours de travail productif par an. Dans un autre emploi, il est soldat, il fait des pompes, il fait des gardes à vous, et il ne produit absolument rien. Ce que des socialistes te diront toujours, c'est oui, mais tu vas jeter 100 000 personnes au chômage. Oui, mais un État bien géré, dans ce cas-là, les impôts diminuent, s'effondrent, puisqu'ils ne sont plus prélevés auprès des gens qui produisent et qui entreprennent. Ces mêmes gens qui entreprennent ont plus d'argent, moins de charges, redépensent l'argent chez d'autres entrepreneurs, et ainsi de suite, et créent de l'emploi. Donc, ça crée un effet de demande, on augmente la demande. Après, évidemment, il y a toujours ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Un militaire peut être utile. Évidemment, c'est un tableau général. Puisque dans un cas de guerre, là c'est sur du long terme, il est utile. Donc son argumentation repose sur l'essentiel
déjà de sureffectifs dans certains emplois de la fonction publique, ou de surabondance de subventions, mais aussi de sureffectifs, c'est-à-dire de fonctionnaires qui ne servent à rien dans trop de domaines. Le fait que l'État recrute beaucoup trop de fonctionnaires. Lorsque l'État, par un vote et par les urnes, décide de subventionner ou de créer des emplois, en fait, il détourne de l'argent pour le placer ailleurs. Mais il n'y a rien qui est ajouté à la valeur nationale. Comme il le dit, le vote législatif n'a pas fait éclore cette somme dans l'urne du scrutin. Donc où est la source de cette somme? Elle est prise quelque part pour être envoyée ailleurs. Donc on peut considérer que lorsque l'État dit on va faire de l'éolien, en fait il est en train de prendre l'argent à des coiffeurs, à des charpentiers, à des laboureurs, en impôts et en charges, pour l'envoyer par exemple en Normandie dans un parc éolien. Donc ce que l'État fait, c'est que de déplacer géographiquement sur son territoire l'argent. Et en l'occurrence, il s'occupe de faire plus que ça, puisqu'il fait, à mon avis, du détournement de fonds massif. Aussi, lorsque vous entendez que les dépenses publiques font vivre les pauvres et la classe ouvrière, vous savez maintenant que c'est complètement faux. C'est assez simple de comprendre que finalement, lorsqu'on est placé au sommet de l'État, on va faire quelque chose d'assez simple. On va d'abord nommer à tous les postes ses amis qui sont au chômage ou qui ont besoin d'un poste sympa. Bon, ça c'est du copinage un peu bas de gamme et répandu. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des entreprises comme les médias, puisque les médias sont subventionnés massivement. Et on va leur dire, voilà, maintenant on va vous envoyer l'argent public. En échange, si vous êtes des médias, pour le coup, vous nous ferez réélire. Mais si vous êtes une entreprise de BTP ou d'énergie, d'éolien, eh bien, vous allez nous remercier. En faisant comment? En faisant des rétrocommissions, des fausses factures, avec du détournement de fonds publics sur des comptes offshore numérotés dont personne n'a usage, personne n'a connaissance. Je pense que c'est assez évident que la notion d'État, plus l'impôt et les charges sont élevés, la notion d'État n'est qu'une holding pour détourner des fonds, pour voler des fonds au public et expliquer à ce public que ces fonds sont destinés à financer les hôpitaux et l'armée et la police, et qu'en fait, ils sont bourrés de détournements de fonds et de rétrocommissions sur des comptes offshore de types qui sont proches du pouvoir. C'est de la corruption haut de gamme, puisque la corruption bas de gamme en Afrique se fait un peu plus facilement. D'où l'idée libérale que plus il y a d'impôts, de strates d'impôts et de complexité aux codes fiscaux, plus il y a de détournement de fonds, puisque ça devient complètement opaque et illisible. D'ailleurs, il faut toujours des avocats dans tous les sens pour détricoter ce bordel devant les tribunaux. Bastia fait un parallèle, enfin, il ne dresse pas, mais moi je le dresse, mais ça me fait un parallèle dans mon esprit incroyable avec le documentaire d'Aaron Russo, qui se nomme America Freedom to Fascism, de l'Amérique de la liberté au fascisme, qui prouvait qu'en Amérique, les impôts sur le revenu, je précise bien, il ne s'agit pas de la TVA, il ne s'agit pas d'impôts société, il s'agit des impôts sur le revenu, que les impôts sur le revenu en Amérique n'étaient et ne sont toujours pas aujourd'hui obligatoires. Mais que, ayant subventionné et fait de la propagande massive dans les médias, pour dire qu'ils l'étaient, les citoyens américains aujourd'hui croient que l'impôt est obligatoire. Certains, a priori, comités d'avocats auraient réussi à ne plus payer d'impôts, mais les collectifs citoyens qui avaient enquêté là-dessus et avaient envoyé devant les tribunaux avec une association pour leur demander de leur citer, parce qu'il y a des codes fiscaux gigantesques comme chez nous, mais des pavés énormes, mais la seule toute petite phrase qui parle de l'impôt sur le revenu est mentionnée ainsi sur une base volontaire. Regardez ce documentaire, n'hésitez pas, Aaron Russo,
A-A-R-O-N, Russo, R-U-2-S-O, America, Freedom to Fascism. Il est traduit en français. Vous le trouverez peut-être plus sur Odyssey que sur YouTube. Mais c'est impressionnant et ça résume tout ça. Et je pense qu'il devait y avoir une partie dans mon premier ouvrage. La notion d'État ne sert qu'à vraiment détourner qu'à vous voler, qu'à détourner les fonds publics. Donc plus je comprends cette vision, plus je deviens libertarien. Et lorsque vous comprenez l'arnaque de la dette, c'est exactement ça. Ça a été déjà évoqué plein de fois, il y a plein de documentaires là-dessus. La dette française ne sera jamais remboursée puisqu'elle n'est pas remboursable. Pour une raison simple, c'est que c'est la Banque de France qui ne le fait plus depuis 1973. Bon là je pisse dans un violon parce que je pense que vous connaissez. Mais la Banque de France imprimait l'argent public destiné aux Français, au financement des chantiers, etc., aux fonctionnaires. Et en fait, il imprimait cet argent et il le détruisait, création et destruction. Or, un jour, il s'est mis à donner cet argent à des banques privées et à dire aux banques privées, s'il vous plaît, rendez-moi cet argent que je vous ai donné. Et les banques privées disaient, d'accord, mais on va demander des intérêts. Et tu ne peux pas rembourser les intérêts, tu ne peux pas rembourser quelque chose que tu ne produis pas. Donc c'est un enchaînement, un esclavagisme. Et aujourd'hui, depuis 1973, maintenant avec l'Europe, en fait, on est esclave du financement privé des États européens, alors même qu'on pourrait s'autofinancer nous-mêmes. Et aujourd'hui, quand les gens te disent « mais l'impôt, c'est bien », même quand tu entends des conneries à la télé, des bobos, Cyril Hanouna et qui vous voulez, des bobos, des Laurent Ruquier, qui vous expliquent qu'ils n'ont pas honte de payer les impôts, que l'impôt c'est bien parce que ça finance les infirmières et les policiers. C'est une fumisterie, mais une connerie, mais gigantesque. L'intégralité de l'impôt ne va que dans le remboursement des intérêts de la dette. C'est-à-dire que l'État chaque année roule sa dette, c'est-à-dire qu'il réemprunte à l'infini parce qu'il ne pourra jamais rembourser sa dette qui ne fait qu'augmenter, vous le savez. Et en fait, on ne rembourse que les intérêts de la dette. Et pour faire fonctionner toutes les finances publiques, l'éducation nationale, etc., on réemprunte à chaque fois, chaque année. Donc l'intégralité des impôts ne partent que dans les intérêts de la dette. Ils ne remboursent pas le capital de la dette. Et ils ne payent même pas les services publics. En fait, c'est un vol de masse de la population. Cet argent va où? Dans les banques privées, qui elles-mêmes renvoient cet argent en fait sur les comptes offshore et compagnie. Ces banques privées qui sont détenues par une poignée de familles milliardaires. Voilà comment ça fonctionne. On est juste sur un vol de masse très bien ficelé. C'est à ça que sert l'impôt. Il faut arrêter de croire que l'impôt sert à financer des infirmières et des professeurs. Donc après, vous avez une pensée socialiste qui vous fait culpabiliser. On avait Napoléon, je crois que c'est Napoléon III, qui avait fait ce genre de choses un peu keynésiennes, qui était il y avait du chômage, bon de mémoire je dis ça, je ne sais plus, hein, il y avait du chômage de masse, il y avait des problèmes économiques, je crois à l'époque, et ils avaient décidé, je dis ça vraiment tout ça de mémoire, ils avaient décidé de creuser d'énormes fossés dans Paris. Alors c'est vrai qu'il y avait eu quand même des grands travaux aussi, mais il y a eu une période, je crois que c'était en lisant Drummond que j'avais vu ça, où vraiment ils utilisaient les ouvriers à ne rien faire, c'est-à-dire qu'ils creusaient des trous et ils rebouchaient les trous et ils étaient payés pour ça. Et on disait mais vous voyez ça permet de répartir de la richesse, de créer de la richesse. Non, maintenant vous avez compris que non, ça ne produit rien. Le pire c'est que ces ouvriers n'ont absolument rien produit, pas plus que s'ils avaient fait des pompes toute la journée. Ils n'ont rien produit, ils ont creusé les trous, ils rebouché les trous et on leur a donné un salaire. Donc pour le coup un RSA ou un chômage c'était pareil. Cet argent fait illusion, mais la réalité économique, elle n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous. Et l'idée aussi relativement libertarienne que Bastiat met en avant, c'est toujours l'idée que sous prétexte fraternel, sous prétexte social, et par égard pour des gens pauvres et des ouvriers, etc., on va toujours puiser plus pour répartir plus. Toujours sous la notion de charité,
qui a des dehors bien jolis, mais qui intrinsèquement, c'est toujours des trucs valables de pays émergents et pauvres, de corruption et de détournement de fonds derrière. Puisque ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a aucune limite à cet idéal fraternel. Et donc, bon courage à ceux qui voudraient limiter son règne despotique, puisqu'il ne cesse de s'étendre toujours plus au nom d'une certaine fraternité. Et donc cet État a des tentacules qui s'étendent toujours et encore plus, vous écrase de charges, d'impôts et de lois, vous oblige à rester enfermé chez vous, à mettre des masques sous couvert d'amende, sinon ça ne s'arrêtera jamais et ça ira toujours plus loin. Or, l'État, à la base, c'est la justice et rien d'autre. Donc, la protection de la propriété privée, le juge et bon, l'armée pour les protections extérieures. Mais c'est tout, c'est que de la protection de propriété privée. Évidemment, protection de la personne, de la sécurité également. Les agressions, les viols, etc. Ensuite, je ne suis pas assez calé sur l'énergie, l'éolien pour vous en parler, mais ça semble très peu efficient. Et donc, il faut comprendre toujours dans les métaphores que l'État ne doit jamais, sous aucun prétexte, subventionner les activités publiques. Il faudrait vraiment un contexte particulier. Une catastrophe, par exemple, on pourrait, ce que dit Bastia, on pourrait envisager une cagnotte nationale pour certaines catastrophes naturelles et des choses comme ça. Mais de manière générale, il ne doit pas mettre la main à la poche, puisque c'est contre l'efficacité, la main invisible, l'efficacité du marché, de l'offre et de la demande, et la souplesse économique. On va vous donner un exemple de ça très simple. C'est les marchands de calèches. Je crois que Charles Gavre aussi en parle très bien. Si l'État, d'un seul coup, décidait, on va subventionner les calèches, parce que, après tout, les marchands de calèches sont en train de disparaître, on va les subventionner. Mais vous imaginez que les voitures ne seraient peut-être pas apparues et se seraient retrouvées, les industries automobiles se seraient retrouvées avec des charges, des impôts écrasés à devoir payer pour des marchands de calèches qui ne vendent rien. C'est complètement débile, quoi. Et c'est un peu ça l'éolien, quoi. C'est le même principe. Donc, je vais vous mettre l'extrait de Macron, là, qui dit qu'il crée des emplois avec l'éolien. Mais alors là, il dit deux trucs complètement débiles, mais complètement débiles. Je pense que vous l'avez compris, du coup, dans l'illustration que je viens de vous faire. Là aussi, pardon de la référence aux auteurs, en même temps. C'est d'ailleurs exactement la conclusion de ce rapport. C'est pourquoi j'ai décidé, à la lumière de ce rapport, un programme de nouvelles tranches de PR, 6 puis 8, mais surtout d'investir dans le renouvelable. Donc, il va investir votre argent de vos impôts dans des entreprises qui font du renouvelable. Le projet que veulent porter nos agriculteurs, s'il est raisonné, et on va le faire avec eux. Et ce qu'on veut aussi faire, c'est de l'éolien en mer. Pourquoi ? Parce que ça crée de l'emploi. Écoutez bien la suite, je vous ai assuré un petit peu, mais écoutez bien la suite, c'est encore plus drôle. Et donc, je trouve que l'argent du contribuable pourrait être mieux utilisé. Ce d'autant que, dans toutes ces filières, nous créons de l'emploi en France. Ah bon? Ah bon? Quand on fait de l'éolien en mer, on crée de l'emploi. Ah bon? J'étais au Havre dans une usine la semaine dernière où, en France, nous produisons les pales, l'ensemble des infrastructures D'accord, pour ces éoliennes en mer qu'on va ainsi développer. d'accord. Et du coup, cet argent, il vient d'où? Et t'as créé de l'emploi comment, toi? T'as créé une entreprise? Mais aussi pour la transition. Ensuite, pour moi, la deuxième grande mesure, c'est de continuer à accompagner l'évolution des grands cycles productifs et de mode de vie. La rénovation thermique des bâtiments, pour la sobriété, 700 000 logements par an qu'on peut rénover, on en a fait 650 000 en 2021. On veut 700 000 par an sur les 5 années qui viennent. Formidable source d'économie d'énergie et c'est un levier aussi de création d'emplois. Donc on est toujours dans la théorie du carreau cassé de Bastia. Ici, il prétend que rénover une maison, ça crée de l'emploi. C'est-à-dire qu'il met une obstruction à une économie naturelle en imprimant une loi qui force les gens à dépenser de l'argent et il prétend que ça crée de l'emploi. Quand on lance cette réforme, ce que la France a fait et que j'assume, on doit faire le bouclier. C'est pour ça qu'on l'a fait et que je regrette que vous ayez voté. Ensuite,
Ensuite, sur la TVA, sur les produits alimentaires, moi je propose le chèque alimentaire. Chèque alimentaire que je voudrais comme le chèque inflation qui Donc ça, c'est une subvention, on est d'accord? touche les étudiants précaires, les modestes, les ménages qui en ont le plus besoin, qui sont à l'euro près. C'est la suite qui va être intéressante. Je pense que c'est à la fois plus efficace et plus juste. Pourquoi? D'abord parce que la TVA à 0% sur les produits alimentaires que vous proposez, c'est pas une mesure efficace. Alors, vous allez dire que je prends parti pour Le Pen, mais peu importe, elle a aussi dit 2-3 âneries. De toute façon, c'est pas elle, notre président. Ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que la TVA à 0%, qui est une désinflation, qui déflate, voilà, je cherchais le mot, qui déflate les prix, ce n'est pas efficace. Et pour quelle raison? Parce qu'elle est très peu répercutée. Plusieurs instituts indépendants ont d'ailleurs dit ça fera 13 euros par an, enfin donner des chiffres très bas. Donc, on peut partir du principe qu'il y a des accords sur les prix, comme il y avait eu pour les opérateurs téléphoniques, d'accord. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il part du principe que le marché libre n'existe pas. Si vous êtes comme moi, vous passez vos longueurs de journée à entendre que Leclerc, c'est celui qui fait les prix les moins chers. Et vous passez votre vie à voir que les grandes surfaces se battent sur les prix au centime près. Et là, il est en train de nous expliquer que les prix ne seront pas répercutés si on supprime la TVA. Alors là, je botte en touche, quoi. J'avoue, je comprends plus rien. Et il explique qu'à la place, il faut donner plus de subventions. Bon, moi je trouve, parce qu'il semble que la liberté d'expression existe encore un petit peu dans ce pays, donc je n'affirme rien, mais il me semblerait, dans mon esprit, dans mon imagination, que toutes ces subventions publiques, surtout à des très grosses entreprises publiques proches du pouvoir, s'apparentent davantage à des rétrocommissions de masse et donc à des profits personnels sur des jolis comptes numérotés qu'à une vraie volonté de transformer quoi que ce soit d'écologique ou à vraiment produire quelque chose de valeureux et de valorisant pour ce pays. Moi, il me semble que c'est plus un avantage personnel comme Van der Leyen avec ses seringues magiques, vous savez bien. Donc, et ses liens étroits avec le PDG de laboratoire que je ne vais pas nommer pour pas affoler l'algorithme. Donc voilà, c'était toujours la même chose. Et d'ailleurs, il y avait la même chose aussi pour ça, puisqu'ils avaient commandé, je crois de mémoire, 4 doses par personne, par citoyen européen. Ils étaient vexés qu'on n'ait pas pu toutes les faire. C'est toujours le même principe, c'est on va taper dans les caisses et dans l'impôt pour donner l'argent à des entreprises qui sont copains avec nous. Et en fait, à aucun moment, et on va vous dire c'est gratuit et c'est pour votre bien. En fait, vous voyez bien que c'est du détournement de fonds à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va prélever sans votre consentement vos impôts pour les donner à des laboratoires et pour vous injecter un truc qui va vous faire du bien, n'est-ce pas? Donc, en fait, vous financez votre empoisonnement et vos gourous sur des comptes anonymes qui sont très bien lotis. Donc voilà comment le système fonctionne. Est-ce que les gens le comprennent, ça? J'ai un doute, quoi. Donc ici, c'est bien une forme de communisme, ce capitalisme de connivence, puisqu'on n'est pas du tout face à des marchés libres. À aucun moment, on te propose, avec ton argent personnel qui serait très peu chargé et imposé, de te choisir un remède entre un truc à t'injecter qui coûterait je ne sais pas combien, parce qu'ils avaient augmenté le prix, jusqu'à 80 €, je crois, le prix, ou un médicament à 3 € que conseille un professeur de Marseille, n'est-ce pas? Et à aucun moment, tu as le choix sur l'efficience du marché, ou te dire que cette chose-là coûte cher et a peu d'efficacité, cette chose-là ne coûte pas cher et est vraiment efficace. Ici, on est dans une vraie économie libre où là, tu payes de ta poche un truc au moins cher possible et le plus efficace possible. Dans l'autre, on est dans une spoliation, je vais pas y arriver, un vol des citoyens par la force à travers l'impôt pour le donner à des copains-copines
et avoir des rétrocoms sur des comptes offshore. C'est comme ça que fonctionne. Dites-moi en quoi Macron est libéral. Expliquez-moi. Parce que vraiment, et les gens disent c'est du méchant libéral, du méchant capitalisme. Ça n'a rien de libéral, c'est absolument pas. C'est beaucoup plus attrait au communisme qu'à autre chose, quoi. C'est vraiment. Et c'est ça le modèle de l'élite. L'élite n'est pas du tout libérale. Parce que si l'élite était libérale, elle serait sans cesse remise en jeu dans cet énorme casino du libéralisme. Et donc à chaque moment, dans un marché libéral, vous risquez votre tête. Il suffit de ne plus acheter un produit pour que les... Je veux dire, c'est des géants au pied d'argile. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les gens sont toujours en train de cracher sur les milliardaires. Oui, ils se sont encore enrichis, telle époque. Et puis quand il y a un flash crash de la bourse ou je ne sais quoi, quand Amazon perd ou Facebook descend de 20% après Métavers, je veux dire, plus personne ne dit rien. La bourse, l'économie, c'est quand même quelque chose de passionnant et de fragile. Et c'est pas du tout un système communiste qui vous prélève par la force pour vous donner un truc inefficace, qui coûte cher, pour distribuer l'argent à des copains. C'est pas ça le libéralisme.